À 4 heures du matin, près des Canaris, l'armée burkinabé arrête un convoi de 57 camions. Cachés sous des sacs d'aide humanitaire, des armes de guerre sont découvertes, révélant une menace beaucoup plus grande. Ibrahim Traoré, en exposant ce complot au grand jour, défie les forces invisibles qui tentent de déstabiliser son pays. Ce moment marque un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Mais comment une telle opération a-t-elle pu se mettre en place en toute discrétion et quel est son véritable objectif ? Dans les heures suivant cette découverte, Ibrahim Traoré fait un choix audacieux, rendre publics les détails de cette saisie d'armes, transformant une enquête technique en un enjeu national. Cette décision s'accompagne d'une promesse claire, comprendre non seulement l'ampleur de la menace, mais aussi les mécanismes qui la sous-tendent. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des tensions internes et des défis externes, se trouve à un point de rupture. L'avenir politique, économique et sécuritaire du pays repose désormais sur la capacité de ses dirigeants à gérer cette crise. Traoré ne se contente pas d'une simple divulgation d'informations. Il transforme cette crise en une opportunité pour redéfinir les contours de la sécurité nationale. Ce faisant, il engage le peuple burkinabé dans un récit collectif qui pourrait changer à jamais la manière dont ils perçoivent leur propre souveraineté. Le matin du 16 août 2025, une découverte stupéfiante secoue le Burkina Faso. 57 camions sont interceptés près des Canaris, en apportant des armes et des munitions cachées sous des sacs d'aide humanitaire. Cette saisie spectaculaire ne marque que le début d'une série de révélations qui plonge le pays dans une crise profonde. En quelques heures, les premières estimations révèlent que l'arsenal intercepté représente une valeur de près de 700 millions de dollars. Ce chiffre, loin d'être anodin, soulève immédiatement des questions sur l'ampleur de l'opération et les implications géopolitiques de cette découverte. Les forces de sécurité burkinabé, menées par Ibrahim Traoré, réagissent rapidement. Les informations recueillies au cours des premières heures permettent de faire des recoupements cruciaux. Les armes interceptées ne proviennent pas de sources locales. Des numéros de série partiels sur certaines armes renvoient à des zones de conflit actuelles, comme la Libye et le Yémen. Des liens sont également établis avec des circuits industriels d'Europe de l'Est, laissant entrevoir une dimension internationale de l'affaire. Cette révélation suggère une opération bien plus vaste qu'un simple réseau de contrebande. L'enquête met à jour un réseau sophistiqué de logistique, de financement et de complicité dont l'objectif est de déstabiliser le Burkina Faso sur le long terme. Le rôle de Traoré devient immédiatement central. En publiant les premiers éléments de l'enquête et en convoquant le Conseil national de sécurité, il brise le silence autour de cette affaire. Cette transparence, loin d'affaiblir son autorité, renforce la confiance de la population en ses capacités à protéger la souveraineté nationale. Cependant, la question demeure. Qu'en est-il des complicités internes et quelle puissance étrangère pourrait être impliquée dans cette opération ? L'homme qui a découvert cette menace n'est autre que le capitaine Musa Kaboré, un officier de terrain particulièrement attentif aux détails. Lors de sa patrouille nocturne près des Canaris, il remarque un convoi étrange, des camions roulant sans phare, dans une tentative évidente de traverser la frontière sans laisser de traces. Ce détail, apparemment insignifiant, déclenche immédiatement une alerte. Loin d'une simple suspicion, cette observation devient le catalyseur d'une série d'actions décisives. En l'espace de quelques heures, les forces de sécurité burkinabé se mobilisent, isolant la zone et sécurisant les chauffeurs des camions. Les équipes spécialisées dans l'analyse balistique et les services de renseignement se relaient pour documenter la saisie. Traoré, observant les premiers résultats, réalise que cette affaire dépasse largement le cadre d'une simple opération de contrebande. Il comprend que la sécurité du pays est en jeu et qu'une réponse rapide et coordonnée est essentielle. Cette phase préliminaire de l'enquête est cruciale. Elle met en lumière une nouvelle réalité pour le Burkina Faso. Un simple incident de frontière peut se transformer en une menace existentielle. Les premières découvertes renforcent la conviction de Traoré que le pays doit adopter une posture de transparence totale pour contrer cette menace. Son rôle de leader devient évident car c'est lui qui dirige l'effort pour sécuriser la zone et fournir les premières informations au public.
Grâce à son initiative, l'affaire se transforme d'un simple événement local à une crise nationale majeure. Le 16 août 2025, la situation au Burkina Faso prend un tournant dramatique. L'armée, dirigée par Ibrahim Traoré, intercepte un convoi de 57 camions près des Canaris qui transportent des armes et des munitions cachées sous des sacs d'aide humanitaire. Dès les premières heures, les forces de sécurité prennent le contrôle de la zone, isolant les chauffeurs et sécurisant les armes. En examinant les camions, les autorités découvrent une quantité impressionnante de matériel militaire, d'une valeur estimée à près de 700 millions de dollars. Mais cette saisie ne représente que la partie visible de l'iceberg. Traoré, conscient de la gravité de la situation, prend immédiatement la décision de rendre publiques les premières informations concernant l'ampleur de cette découverte. Les numéros de série retrouvés sur certaines armes révèlent que celles-ci proviennent de zones de conflit actives, telles que la Libye et le Yémen, et qu'elles ont traversé des circuits industriels en Europe de l'Est. Cela laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un simple réseau de contrebande, mais d'une opération de grande envergure impliquant des acteurs internationaux. Les autorités burkinabées, sous la direction de Traoré, commencent alors à analyser les flux logistiques et financiers liés à cette cargaison. Très vite, il apparaît que les armes découvertes ne sont qu'une petite partie d'un dispositif plus vaste, pensé pour durer et déstabiliser durablement le pays. Des réseaux financiers sont identifiés et reliant des sociétés écrans et des fondations fictives, tandis que les routes empruntées par les camions montrent des connexions avec des zones instables du Sahel et au-delà. Ce n'est qu'au deuxième jour de l'enquête que l'ampleur réelle du complot devient évidente. Les premières perquisitions dans la capitale Ouagadougou permettent de découvrir d'autres caches d'armes et de matériel militaire. Des documents saisis sur place révèlent des liens avec des puissances étrangères, notamment des relais diplomatiques et des acteurs économiques influents. À ce moment-là, il est clair que le Burkina Faso n'est pas seulement victime d'un trafic d'armes. Le pays est l'objet d'une tentative de déstabilisation stratégique, orchestrée par des forces extérieures, mais aussi par des complices locaux. Dans ce contexte, le rôle de Traoré devient crucial. C'est dit, non seulement il dirige l'enquête avec une détermination sans faille, mais il prend aussi des décisions audacieuses, comme la publication des premiers chiffres qui vont au-delà de la simple divulgation de l'information. Ces choix ont pour objectif de montrer au peuple burkinabé que la menace est réelle et qu'une réponse collective est nécessaire pour préserver la souveraineté du pays. En rendant publiques ces informations sensibles, Traoré redéfinit le cadre de la crise et empêche que l'affaire ne soit réduite à une rumeur ou une manipulation politique. Les premières découvertes révèlent un arsenal bien plus vaste que ce que l'on aurait pu imaginer. À la surface, les 57 camions interceptés semblent contenir des tonnes d'armes, mais ce chiffre ne fait qu'effleurer la véritable étendue de la menace. En analysant les données collectées, les autorités burkinabées découvrent des éléments qui redéfinissent complètement l'enquête. L'un des premiers chiffres clés à émerger est celui du nombre de fusils d'assaut AK-47 retrouvés, 25 000 armes, un nombre impressionnant, capable d'équiper plusieurs unités militaires entières. Ce chiffre indique clairement que l'opération ne visait pas une simple action ponctuelle, mais une stratégie à long terme avec une capacité de déploiement immédiat. La découverte de millions de cartouches de munitions, 13 millions exactement, ajoute une nouvelle dimension à cette opération. Ce volume colossal dépasse largement les besoins d'un conflit local, suggérant que les organisateurs prévoyaient une prolongation de la violence sur plusieurs mois, voire années. Les analystes militaires burkinabés, en collaboration avec des experts internationaux, commencent à trier les numéros de série retrouvés sur les armes. Ils découvrent rapidement que ces numéros renvoient à des zones de conflit actives, telles que la Libye et le Yémen. Les armes sont non seulement des équipements militaires modernes, mais elles ont également été utilisées dans des guerres récentes, ce qui indique qu'elles ont été réinjectées dans des circuits de revente internationaux. Ce type de matériel militaire n'est pas accessible à des groupes de contrebande ordinaires, ce qui renforce l'idée d'un projet militaire bien plus vaste et structuré. À ce moment, une estimation financière plus précise est réalisée.
L'ensemble de l'arsenal intercepté est estimé à près de 700 millions de dollars. Ce chiffre dépasse de loin les capacités d'un réseau de contrebande habituel. Il suggère une planification à l'échelle internationale avec des fonds probablement issus de sources externes. La découverte de sociétés écrans et de comptes bancaires offshore dans plusieurs pays renforce cette hypothèse. Ces découvertes montrent qu'il ne s'agit pas simplement d'un trafic d'armes, mais d'un réseau financier et logistique bien plus complexe. Cette accumulation de chiffres et de faits permet de reconstituer le puzzle de l'opération. Chaque donnée, qu'il s'agisse du volume de matériel, des liens financiers ou des numéros de série, contribue à établir un portrait de l'ampleur et des objectifs de cette tentative de déstabilisation. Ibrahim Traoré et ses équipes se retrouvent avec une montagne de preuves. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne suffisent pas à eux seuls. Il leur faudra encore combiner ces éléments avec des témoignages et des recoupements pour comprendre pleinement l'étendue du réseau et ses complices à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'enquête sur l'armement intercepté soulève plusieurs questions fondamentales qui sont rapidement abordées par les analystes. Deux positions opposées se font entendre, chacune cherchant à minimiser l'ampleur de la menace tout en remettant en question l'interprétation officielle des événements. La première thèse soutient que cette saisie d'armes pourrait être un coup médiatique monté par les autorités burkinabées pour consolider leur pouvoir. Selon ses partisans, la présence de matériel militaire en provenance de zones de conflit, comme la Libye et le Yémen, n'est pas en soi une preuve de conspiration. De nombreux groupes au Sahel et au-delà utilisent ces armes dans leur quotidien, et la présence de ces armes dans le pays pourrait simplement refléter les conditions chaotiques de la région. Cette thèse minimise la portée des numéros de série retrouvés sur les armes, les considérant comme des artefacts communs de la contrebande régionale. De plus, l'idée que cette opération puisse avoir été orchestrée à une échelle internationale semble exagérée selon cette lecture des faits. Les analystes de cette position estiment que les informations divulguées par Ibrahim Traoré ne sont que la partie visible d'une manipulation politique visant à redorer l'image du gouvernement. En revanche, la seconde thèse, plus nuancée, soutient que l'ampleur de l'opération ne peut être réduite à une simple spéculation locale. Avant, elle repose sur l'analyse des chiffres et des faits recueillis. Les quantités d'armes retrouvées, le montant estimé du matériel intercepté, ainsi que les numéros de série qui renvoient à des zones de conflit international, confirment une logique stratégique bien plus vaste qu'une simple contrebande. Les analystes soulignent également la cohérence de l'opération, qui semble avoir été pensée pour durer, avec des relais logistiques et financiers à l'échelle internationale. La répartition des armes sur plusieurs continents suggère un réseau bien structuré, visant non seulement à déstabiliser le Burkina Faso, mais aussi à perturber la stabilité régionale. Ce réseau, à la fois local et international, pourrait avoir des soutiens extérieurs qui exploitent les tensions dans la région pour renforcer leur position. En confrontant ces deux thèses, la position officielle semble de plus en plus justifiée. La logique du complot global, avec des complicités locales et internationales, se renforce au fil des preuves. Les deux arguments opposés ne suffisent pas à disqualifier les preuves accumulées par Ibrahim Traoré et son équipe, mais ils montrent l'importance d'une analyse complète et équilibrée pour comprendre l'ampleur réelle de la menace. La vérité sur cette opération est plus troublante que ce que l'on imaginait. L'interception des 57 camions n'était qu'une partie visible d'un réseau beaucoup plus vaste et mieux organisé. Cette découverte marque un point tournant dans l'enquête. Alors que les autorités burkinabées examinent de plus près les documents saisis, une révélation choc refait surface. Un gouvernement fictif avait déjà été rédigé, prêt à être activé. Cette information, apparemment anecdotique, se révèle décisive. Elle transforme l'affaire d'un simple trafic d'armes en un complot beaucoup plus vaste, impliquant une tentative de renversement institutionnel. L'existence de ce plan prêt à l'emploi suggère que les instigateurs ne visaient pas seulement à désorganiser le Burkina Faso, mais à établir un pouvoir parallèle complètement déconnecté des institutions légitimes. Cette découverte soulève une question majeure. Si ce plan avait été mis en œuvre, quelles auraient
étaient les conséquences pour la souveraineté du pays. La menace qui pèse sur le Burkina Faso dépasse désormais les frontières du simple réseau de contrebande. Elle implique des forces bien plus puissantes et une organisation sophistiquée, prête à exploiter toute faille dans l'État. Les conséquences de la saisie des camions et des révélations qui ont suivi ont été ressenties à plusieurs niveaux du Burkina Faso. D'abord, la situation politique du pays a été bouleversée. Ibrahim Traoré, en assumant la diffusion des informations, a forcé les autorités à revoir leur approche en matière de sécurité. Cette affaire a permis de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions de l'État, mais elle a aussi mis en évidence des failles qu'il sera difficile de combler rapidement. La transparence, bien que perçue comme un acte courageux, a ouvert une brèche dans la sécurité intérieure du pays. Les autorités ont dû intensifier leurs efforts pour sécuriser les frontières et surveiller de plus près les activités de groupes potentiellement liées à la tentative de déstabilisation. Du côté économique, la situation est plus complexe. À court terme, la divulgation publique de ces informations a entraîné une instabilité monétaire. La valeur de la monnaie locale a connu une chute temporaire et de nombreux investisseurs ont suspendu leurs engagements, craignant une escalade de la violence ou une déstabilisation à plus grande échelle. Cependant, à plus long terme, la réaction du gouvernement a permis de limiter les dégâts. De nouveaux partenariats économiques ont été établis, notamment dans le secteur de la sécurité, ce qui a permis de compenser partiellement les pertes économiques. Le Burkina Faso commence à explorer des voies de diversification grâce à l'aide d'acteurs internationaux intéressés par la stabilité régionale du pays. Sur le plan social, les effets ont été plus diffus, mais non moins significatifs. Dans les zones urbaines, les discussions autour de la saisie ont alimenté un débat sur la souveraineté nationale et la responsabilité des citoyens dans la sécurité de l'État. L'affaire a renforcé le sentiment de vigilance collective, surtout parmi les jeunes, qui ont vu dans cette crise une opportunité pour s'engager davantage dans les affaires politiques et sociales. Les écoles, les universités et les quartiers populaires ont vu naître de nouveaux mouvements citoyens axés sur la sécurité et la responsabilité collective. L'impact régional a été tout aussi profond. Les pays voisins du Burkina Faso ont renforcé leur contrôle aux frontières et intensifié les échanges d'informations pour lutter contre les réseaux de contrebande. La communauté internationale a salué l'intervention de Traoré, mais a également exprimé des préoccupations concernant les tensions géopolitiques accrues dans la région. Toutefois, cette affaire a permis de repositionner le Burkina Faso sur la scène internationale comme un acteur capable de prendre des mesures fortes pour protéger sa souveraineté, ce qui a contribué à un renforcement de sa position au sein des instances africaines. L'avenir du Burkina Faso, dans les mois à venir, dépendra de la manière dont le pays répond à la crise actuelle. 3 scénarios distincts se dessinent, chacun avec des implications profondes pour l'État, l'économie et la société. Le premier scénario envisage une trajectoire de continuité. Dans cette perspective, les autorités burkinabées poursuivent leur gestion de crise avec prudence. Le pays renforce ses mesures de sécurité, avec une coopération accrue entre les forces de l'ordre et les services de renseignement. Les procédures judiciaires liées à l'affaire progressent lentement, permettant de maintenir un certain équilibre politique. Sur le plan économique, le pays parvient à stabiliser sa monnaie et à renouer avec certains partenaires régionaux. Cependant, cette trajectoire privilégie la prudence et la gestion des acquis, sans transformation majeure. Le Burkina Faso pourrait ainsi éviter un basculement radical, mais rester vulnérable face à de nouvelles tentatives de déstabilisation. Le deuxième scénario, optimiste, envisage une opportunité de transformation. L'État burkinabé réussit à capitaliser sur la crise pour mettre en place des réformes profondes. En diversifiant ses partenariats économiques et en renforçant sa coopération avec les pays voisins, le Burkina Faso parvient à attirer des investissements dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la sécurité et les infrastructures. La société civile, galvanisée par l'événement, participe activement à la reconstruction du pays
avec une implication accrue des jeunes dans les affaires publiques. Ce scénario permettrait au pays non seulement de surmonter la crise, mais aussi de se repositionner comme un modèle de souveraineté dans la région avec une stabilité renforcée à long terme. Le troisième scénario, pessimiste, est celui d'une instabilité prolongée. Bien que la crise immédiate soit maîtrisée, le pays ne parvient pas à restaurer une stabilité durable. Les tensions politiques internes s'aggravent et des groupes d'opposition exploitent les failles pour intensifier les manifestations et les protestations. Sur le plan économique, la crise engendre une récession prolongée avec une instabilité monétaire et une fuite des capitaux. Le Burkina Faso devient alors de plus en plus isolé sur la scène internationale avec des sanctions potentielles de certains partenaires commerciaux. Dans ce scénario, le pays lutte pour maintenir son unité nationale et les risques de déstabilisation interne et externe demeurent élevés. L'affaire des camions interceptés a fait naître une prise de conscience nouvelle parmi la population burkinabé. Ce qui aurait pu n'être qu'un événement militaire isolé s'est transformé en un moment charnière, un point de bascule dans l'histoire du pays. Cette crise, bien que dramatique, a révélé la résilience et la solidarité des citoyens, mais aussi la responsabilité collective envers la souveraineté de l'État. Les jeunes, en particulier, ont pris conscience de l'importance de la sécurité nationale et du rôle qu'ils peuvent jouer dans la préservation de la stabilité. Dans les rues de Ouagadougou, dans les marchés ou dans les écoles, les conversations se multiplient sur ce que signifie la souveraineté. Les citoyens s'interrogent sur leur propre rôle dans la sécurité de leur pays. Beaucoup, notamment parmi les plus jeunes générations, commencent à s'impliquer davantage dans des initiatives locales pour promouvoir la paix et la stabilité. Des forums de discussion sont organisés, des radios communautaires diffusent des informations et des débats sur la situation politique et économique du Burkina Faso. La société civile, longtemps perçue comme passive, prend une nouvelle forme, plus active et impliquée. Mais cette crise a aussi eu un impact au niveau de la diaspora. Les Burkinabés à l'étranger suivent de près les développements et commencent à jouer un rôle plus important dans les débats sur la sécurité et la politique du pays. Ils expriment leur soutien aux initiatives locales tout en appelant à une coopération internationale renforcée. Les réseaux sociaux, quant à eux, ont permis de relier les voix et de partager des informations rapidement, ce qui a contribué à créer une solidarité transnationale. Ainsi, cette crise, au-delà de ses effets immédiats, a incité un véritable changement dans la manière dont les Burkinabés se perçoivent eux-mêmes et leur pays en les rapprochant d'un objectif commun, préserver et renforcer la souveraineté nationale. Pour transformer cette crise en une opportunité durable, le Burkina Faso doit adopter une série de mesures stratégiques à court, moyen et long terme. Tout d'abord, la sécurisation des frontières doit être une priorité absolue. Cela implique une coordination renforcée entre les forces de sécurité nationales et régionales. L'utilisation de technologies avancées de surveillance, associées à une présence militaire accrue dans les zones sensibles, pourrait permettre de détecter et d'intercepter toute tentative de trafic ou d'infiltration. Parallèlement, les communautés locales doivent être impliquées activement dans cette démarche, en renforçant les réseaux de renseignement communautaires et en encourageant la participation citoyenne à la sécurité. Ensuite, il est crucial de mettre en place une gestion transparente et efficace des ressources saisies. Le matériel militaire découvert, ainsi que les fonds récupérés, doivent être réutilisés de manière stratégique pour renforcer les capacités nationales en matière de défense et de sécurité. Des audits publics et des rapports réguliers sur l'utilisation de ces ressources garantiront la transparence et renforceront la confiance de la population dans les institutions. Troisièmement, le Burkina Faso doit travailler à diversifier ses partenariats économiques. La crise a révélé une vulnérabilité liée à une dépendance excessive envers certains acteurs internationaux. En nouant de nouveaux accords commerciaux avec des partenaires régionaux et internationaux, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la sécurité, le pays pourra non seulement relancer son économie, mais aussi se positionner comme un modèle de résilience et de souveraineté. Enfin,
Sachez, la coopération régionale et internationale doit être renforcée. En partageant les informations, en menant des opérations conjointes contre les réseaux de contrebande et en coordonnant les efforts pour maintenir la stabilité dans la région, le Burkina Faso pourra mieux se défendre contre les menaces externes. Cette approche intégrée, alliant sécurité, développement économique et coopération, est essentielle pour garantir un avenir stable et prospère. L'affaire des camions interceptés marque un tournant pour le Burkina Faso. Cette crise, qui a failli déstabiliser l'État, est désormais perçue comme un point de bascule dans l'histoire récente du pays. Les premières heures de l'enquête, avec l'intervention décisive du capitaine Moussa Kaboré, semblent aujourd'hui loin, mais elles ont déclenché une chaîne d'événements qui a permis d'éviter le pire. Ce moment, modeste en apparence, rappelle que parfois, une action immédiate, une observation attentive, peut changer le cours d'une nation. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions audacieuses et sa transparence, a su guider le pays à travers cette tempête. En rendant les preuves publiques, il a non seulement averti les Burkinabés du danger imminent, mais a aussi révélé une réalité plus complexe, où la souveraineté n'est pas simplement un concept abstrait, mais un principe qui se défend au quotidien. Ce rappel de l'importance de la vigilance et de l'action collective résonne dans tout le pays, comme un appel à la responsabilité nationale. Ce qui a commencé comme une simple saisie d'armes est devenu bien plus, une leçon de lucidité collective, un point tournant dans la manière dont les Burkinabés se perçoivent eux-mêmes et leur pays. Une souveraineté renforcée, bâtie sur l'action, la transparence et l'unité. Le Burkina Faso a traversé une épreuve de grande envergure, mais aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir ce qui a été évité, mais ce que chaque citoyen peut faire pour renforcer cette souveraineté durement acquise. Nous vivons une époque où chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact majeur sur notre futur collectif. Et vous, quel rôle allez-vous jouer dans cette histoire de renouveau ? Comment allez-vous contribuer à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité de notre nation ? Dans vos quartiers, au travail, dans vos écoles, il y a une chance de participer à cette dynamique de reconstruction et de vigilance collective. Il ne s'agit pas simplement de suivre les décisions des dirigeants, mais de s'engager personnellement, de partager des informations et de soutenir des initiatives locales. Le Burkina Faso, plus que jamais, a besoin de chacun de ses citoyens pour bâtir un avenir solide et libre. Prenez un moment pour réfléchir. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour participer à ce projet collectif et faire en sorte que l'histoire de cette crise ne soit pas seulement un souvenir, mais un point de départ pour une nouvelle ère ?